Jean-Luc Raharimanan, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Trou d'Eau Douce, sur le littoral est de Maurice, où vous êtes invité au Salon du Livre de Trou d'Eau Douce, justement. Merci d'avoir créé du temps dans votre agenda pour nous accueillir et puis répondre à quelques questions. Alors, vous avez quitté Madagascar, vous aviez 22 ans, à l'âge où tant de jeunes malgaches d'aujourd'hui rêvent aussi de partir, sans doute faute de perspective. Que dit ce combat que mène la génération Z pour vous? Oui, c'est une question importante. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent aussi partir. Parce que moi, je n'ai pas voulu partir en fait. J'ai voulu faire ma vie à Madagascar. Mais le fait qu'il n'y avait pas de liberté d'expression, ça m'a poussé à partir. Et d'ailleurs, on m'a poussé à partir. Et je pense que les jeunes de la génération Z ont juste envie de s'exprimer, ont juste envie de l'eau tous les jours, envie d'électricité, envie de lumière, et ne pas toujours entendre qu'on leur dise mangina. Mangina en malgache, ça veut dire silence, tais-toi. Et ils descendent dans la rue comme ça. Et j'ai cru comprendre que eux répondent ça suffit. Et ils répondent auxei. Auxei, ça veut dire ça suffit. Généralement, ce sont les adultes qui disent ça aux enfants. Et cette fois-ci, ce que je trouve bien, c'est que ce sont les enfants qui nous disent à nous adultes, à nous les aînés, ça suffit les corruptions, ça suffit comment on traite le pays. Et il y a un terme d'ailleurs qu'ils utilisent beaucoup en ce moment pour dire le pays, ils disent Taninzanaka. C'est-à-dire? C'est-à-dire la terre des enfants. Alors que dans l'appellation officielle, c'est Taninjazana, la terre des ancêtres. Donc à qui on donne cette terre? À qui on va donner cette terre en héritage? Ce sont à nos enfants. Les ancêtres ne sont plus sur cette terre. Et donc je trouve ça absolument important parce que ça signifie aussi qu'ils réfléchissent pas à eux-mêmes, mais quel est l'environnement qu'ils vont laisser, quelle est la terre qu'ils vont laisser. On parlait donc de cette génération qui revendique, mais surtout qui a faim de mettre en marche son avenir. Mais de quels moyens dispose cette génération à Madagascar? De quels moyens politiques, de quels moyens culturels, est-ce qu'il y a des moyens sociaux? Quels sont les outils à leur disposition pour réussir? Déjà, une très belle connaissance du monde dans lequel ils vivent, parce que ce sont des jeunes qui sont connectés, des jeunes qui vont dans les écoles, dans les lycées, dans les grandes écoles. Et à Madagascar, on est bien pourvu sur ce plan-là. Et on a vraiment beaucoup de jeunes très très brillants. Et comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Bien sûr. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance à ces jeunes-là. Parce que quelque part, là, on est là aussi... les responsables qui nous gouvernent en ce moment, ils sont dans une très grande majorité, dans une très grande corruption. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse à des responsables politiques qui, lorsqu'il a des enfants de 12 ans, 13 ans, 14, 15, 16, 17 ans devant eux, c'est les bombes qu'ils envoient? Il n'y a pas de dialogue à faire, il n'y a pas d'avenir à faire avec ce genre de responsables. Donc forcément, à un moment donné, il va y avoir une concertation. Enfin là, je dis c'est comme si le président est déjà tombé. Et moi personnellement, je considère qu'il faut absolument autre chose. Vous pensez que ces jours à la tête de Madagascar, à la présidence, je ne vois pas comment il peut continuer. Je ne vois pas avec quelle sagesse il peut gérer cette crise. Vous avez signé aux côtés de Michel Rakotosson et de Johari Ravaloson une tribune
qui est à la fois un soutien au mouvement mis en marche, mais aussi un appel justement à ce que vous dites, à une conscience différente, à une conscience politique différente. Que peut un écrivain dans ces temps troubles? Déjà en écrivant ce genre de tribune et en prenant du recul aussi, parce que les écrivains, en fait, je parle de moi-même, j'ose connaître un peu Michel Rakotoson et Edouard Ravalson, c'est que depuis très longtemps, depuis que moi j'ai commencé à y écrire, j'ai réfléchi à Madagascar, à la culture malgache, à la politique malgache. Michel Rakotoson, pareil, Edouard Ravalson, pareil. Exact. Et donc, ce n'est pas simplement la tribune qui fait qu'on a une matière à proposer. Et je pense aussi qu'on est écouté quelque part par ces jeunes-là. Mais en tout cas, pour vous, il y avait urgence à produire cette tribune? Oui, bien sûr, parce que quand vous voyez les enfants et les plus jeunes dans la rue, moi je pensais à moi aussi quand j'étais au lycée, quand j'étais dans la rue. J'ai entendu aussi des coups de feu pendant les manifestations et à un moment donné on se dit stop, ça suffit, il faut vraiment... on ne va pas sacrifier toutes les générations. Justement, vous le disiez dans vos textes, souvent, donc vous avez parlé de cette violence liée à l'histoire de Madagascar, la colonisation, mais aussi un genre d'oubli organisé. Est-ce que vous pensez que Madagascar aujourd'hui parvient à regarder son passé en face et à faire fi de ce passé-là? Je ne sais pas, mais je pense qu'on est prêt à ça. On est prêt à ça et on est obligé, on n'a pas le choix, Ce n'est pas normal qu'avec toutes les richesses qu'il y a à Madagascar, qu'on fasse partie des pays les plus pauvres au monde. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et effectivement, le passé nous a mis dans cette situation-là. Et si on ne regarde pas ce passé, on ne peut pas avancer. Mais ce n'est pas regarder le passé pour le passé. Mais c'est vraiment aller au-delà de ce qu'on a connu déjà. Et donc construire autre chose. C'est un regard vers l'avenir. Et j'ajoute là-dessus, en malgache, pour dire le passé, on dit talua. Talua, ça veut dire ce qui est devant. Et forcément, lorsque vous dites talua, les choses, le passé c'est devant, c'est un peu paradoxal. J'allais le dire, c'est assez paradoxal. C'est un peu paradoxal, mais ça veut dire aussi que le passé, c'est quelque chose qu'on connaît puisqu'on l'a déjà vécu, donc on peut le voir devant. Et le futur en malgache, c'est Anyafara, ce qui est derrière. Et ça veut dire que ce qui est derrière, c'est ce qui va arriver, ce qui n'est pas encore visible. Mais c'est à nous, justement, de faire en sorte que, comme on dit en français aussi, l'avenir, ce n'est pas encore là, c'est à venir. Et donc, il faut qu'on regarde ce qui est à venir. C'est quand même absolument surprenant de savoir son passé devant et son futur derrière. À venir. À venir. Et puis du futur justement, s'il y avait ce futur, pour vous ce serait quoi ce futur rêvé pour Madagascar? Mais j'ose dire à court terme, ce serait quoi ce futur qui arriverait là et qui scierait à Madagascar comme la chaussure qu'il faut à son pied? Pour moi, à court terme, c'est une concertation de toutes les énergies à Madagascar, de se dire qu'est-ce qu'on met en place et de se dire comment on peut faire table rase, justement de passer très très proche, se passer très proche de la corruption, de l'égoïsme et de chacun pour soi. Et comment réellement construire, et je reviens à des termes malgaches, à Fiaramun. Fiaramun, c'est le vivre ensemble. Et comment arriver à cela? Et à Madagascar, je pense qu'on est prêt à ça.
vivre ensemble à Madagascar, mais aussi dans la région de l'océan Indien. Moi, là, je suis à l'île Maurice et les gens me parlent tout le temps en créole. et, et je sais aussi que beaucoup de Mauriciens, quand ils vont à Madagascar, les gens les prennent pour des Malgaches. Et on a des choses à faire ensemble dans notre région, et s'isoler comme ça, en tout cas pour Madagascar, ce n'est pas une bonne chose. Mais vraiment de s'ouvrir sur tout, toute la géographie autour de nous, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'océan Indien, les îles de l'océan Indien, parce qu'on est une rencontre de tout cela. Absolument, vous êtes parfaitement dans votre thème de tisser, Oui, tisser des liens, exactement. tisser la vie en quelque sorte. Est-ce que vous dites qu'on a perdu beaucoup de temps en fait dans la région parce qu'on ne se connaît pas finalement bien, on ne se connaît pas beaucoup? Qu'est-ce que peuvent ensemble les jeunes de la région, les jeunes de Madagascar, de Maurice, de la Réunion, bien que je sais qu'il y a pas mal de jeunes malgaches qui viennent maintenant étudier à Maurice. Ici à Maurice, on voit aussi beaucoup de jeunes travailleurs malgaches. Il y a une certaine immigration qui est là pour ça. Mais que pouvons-nous ensemble Parler d'abord. Dans un premier temps, lorsqu'on se parle, en fait, on crée des projets, on crée le possible. Et se parler, se rencontrer comme cela, et quelque part aussi de ne plus se laisser piéger par les frontières politiques et les frontières idéologiques, ou les frontières identitaires, les fausses identités, comme le cas de Mayotte par exemple, où c'est une île complètement fermée par la France, alors qu'il y a tellement de choses qui nous relient, en tout cas nous les Malgaches. Quelque part, de se rendre compte de ce qui nous unit. Et c'est là aussi le fait de regarder le passé. Le passé, ce n'est pas simplement avec la venue de la colonisation. Cette région a existé avant, et dans la construction identitaire mauricien ou réunionnais, Madagascar entre en compte. Et voilà, ça c'est des choses à faire connaître ici, mais à faire connaître aussi à Madagascar, que nous avons bien plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. In fine, la politique a beaucoup fracturé. Oui, je pense. La politique politicienne. Parce que moi, je crois en la politique. Je crois en la politique, c'est-à-dire comment gérer une cité, comment faire en sorte que les concitoyens vivent ensemble. Moi, j'y crois à la politique quand même. Tout est politique, mais il faut qu'on arrive à trouver cette politique qui soit en faveur de toutes les personnes qui vivent sur un territoire. En tout cas, Gen Z ne croit plus dans la politique, ne veut pas être associé de près ou de loin à la politique dans ce qu'ils disent aujourd'hui. Gen Z ne croit pas aux politiciens, mais tout ce qu'ils font là, c'est éminemment politique. Alors, vous écrivez en français, parfois en malgache. Comment décidez-vous dans quelle langue porter tout autant vos espérances que vos colères? Non, je me pose plus cette question-là. Avant, je me posais, mais la langue française est devenue la langue aussi en tout cas, une langue personnelle. Et disons que c'est malheureux de le dire, mais écrire en malgache va susciter encore beaucoup de blessures en moi. Et j'écris beaucoup en malgache maintenant. Mais la difficulté, ça va être de trouver l'éditeur qui porterait ce livre-là. Toi, Ravalson, il va me dire, Jean-Luc, tu rigoles, je suis là, je suis éditeur. Ça va venir un livre plus important en langue malgache. Vous vivez en France depuis quelques longues années maintenant, mais votre écriture, vos récits sont toujours très imbibés de votre territoire. Mais est-ce qu'on imagine
pour Jean-Luc Harimanen, un retour un jour à Madagascar, un retour du genre définitif? Je suis nomade en ce moment, donc mais je vais très souvent à Madagascar. Mais est-ce que votre écriture, a gens. besoin de cette distance avec votre pays, en fait? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que mon écriture a besoin d'espace, a besoin de très très grande ouverture, et j'ai besoin de comprendre en fait toutes les choses qui sont compactes à Madagascar et qui sont vraiment, on dirait que tout est pressé, et j'ai envie d'ouvrir en fait les choses, et en voyageant, en allant voir les autres cultures, je comprends beaucoup de choses de Madagascar. Et puis je pense que je suis comme ces voyageurs. Avant qu'on arrive à Madagascar, il y a des gens qui ont rêvé de franchir la mer, de trouver des terres, et puis après de s'installer. Ils se sont installés à Madagascar, et je me considère comme ça. C'est-à-dire que le monde est mon pays, et je voyage. Beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois que la diaspora malgache réagit énormément, mais parle aussi de ces espoirs successifs, crise après crise, mais aussi de ces désillusions, crise après crise. Comment continuer à espérer? On ne peut pas être fataliste, on ne peut pas leur dire on est passé par là et on va être récupéré par les politiciens, on va mettre en place un régime et puis ce régime va devenir de la dictature, de la corruption, ça ne sert à rien de descendre dans la rue. C'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire ça à des jeunes gens qui croquent la vie à pleines dents. Et donc moi je leur dis croquez la vie à pleines dents. Et vous verrez ce que vous allez mettre en place. Et Tsara Tsujan, comme on dit à Madagascar, bénédiction, bénédiction, et c'est tout. Je vous remercie, Jean-Luc Harimanen. Merci. Ramper dans les fissures des âmes vieilles. Une pièce, un miroir, une pièce, deux. L'eau murmure. Une, deux. L'eau remplit l'âme. L'eau jamais ne se perd. Ramper dans les fissures des âmes vieilles. Un miroir où demeurent les esprits, reflet d'obscurité à l'œil étranger. Ce que tu vois n'est que ce que tu ressens. Sensation, c'est blessure. À vue, tout est blessure. Je me sens perdu, ami. Prends ma vie. Fermé, sans retour. Devant sont d'autres terres. L'eau qui coule ne regarde pas en arrière. Mandadia itadadi. Yefcharek ftaras. Yefcharwe rano. Isa. Rano manelo rua. Rano tsiveri. Mandadia itadadi. Fitaracharek cham navelo. Mazava maizka tsiany maso. Rahita tsinfa raha tsapa. Tsapa ratraratra, hita ratraratra, velivelo ahike, aiko moa raha iso. Mihidy tsy miverina, aloha tany afara, rano mikoriana tsy mizaha afara. Tratran-drano aho marina, iva izato aiko. Oritra va ho mora fiampita, mandady hitadady, isa rano manelo, roa rano tsy very.